va commencer, même si on n'est pas très nombreux pour pouvoir tenir les délais quand même. Merci d'être venus à ce deuxième café de la biodiversité. Donc pour rappel, les cafés de la biodiversité, c'est des événements qui sont organisés dans le cadre de la stratégie biodiversité portée par la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole et qui ont pour objectif de reconnecter les enjeux de biodiversité à des enjeux de société dans le but de sensibiliser sur l'importance de la préservation, voire la restauration de la biodiversité. Le thème d'aujourd'hui, c'est les risques en lien avec la biodiversité et donc la manière dont la biodiversité peut venir contribuer à réguler les risques qui sont ou qui pourraient être présents dans le futur sur le territoire métropolitain. Donc quand on parle de risques, on parle de tout un tas de sujets. Ça peut être les risques alimentaires, les risques sanitaires liés aux épidémies, à la pollution par exemple. Ça peut également être les risques liés au mouvement de terrain dans le cadre d'une urbanisation qui n'aurait pas été complètement maîtrisée ou des constructions qui ne seraient pas très bien adaptées. Donc voilà, on parle de tout un tas de sujets quand on parle de risques. Et aujourd'hui, on a choisi d'aborder cette question par le prisme excusez-moi, du risque inondation, qui est très présent sur la métropole. Et donc, du coup, la manière dont la biodiversité, mais à la fois les solutions fondées sur la nature, peuvent représenter des réponses en complément des ouvrages de génie civil que l'on connaît traditionnels. Donc ce café va s'organiser en 3 temps. Un premier temps où Élodie Moulin, qui est chargée de la prévention inondation et animatrice du PAPI, donc programme d'action pour la prévention de l'inondation au SMIDEST. Et donc Élodie Moulin va nous faire une présentation sur le risque inondation sur le territoire métropolitain, donc son évolution et également nous présenter un exemple de la manière dont on peut réguler ce risque. Et ensuite, Thomas Guiraud, du coup, qui fait partie du laboratoire Géoressources et Environnement de Bordeaux Sciences Agro, va nous présenter l'étude sur les zones humides qui est en cours sur la métropole dans le cadre de la stratégie biodiversité. Et enfin, un troisième temps où on pourra poser des questions et échanger sur la thématique du jour. Je vais laisser la parole à Élodie Moulin, du coup, et merci encore d'être là. Merci. Alors, ça, il y a ça pour les... Hop. Voilà. Merci. Donc voilà, effectivement, je suis Élodie Moulin, chargée de mission inondation au sein du SMIDEST. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du coup le risque inondation, ce que c'est que le risque inondation, comment ce phénomène se présente sur la métropole, et enfin un exemple de régulation de ce risque par la biodiversité au sein de la métropole. Donc pour commencer, voilà, j'ai fait une brève définition de ce que c'est qu'un risque. D'abord, on a un aléa qui, là, en l'occurrence, ça peut être un aléa inondation, donc une crue, et c'est combiné à des enjeux. En fait, une crue, s'il n'y a pas d'enjeu, on ne va pas considérer que c'est un risque. Donc voilà, l'inondation, c'est une submersion d'une zone pouvant être habitée. Donc, au sein de la métropole, on parle d'inondation avec une influence fluvio-maritime, ce qui veut dire que les inondations peuvent provenir à la fois de la mer et des fleuves. Donc ça peut être une tempête. Donc souvent c'est des marées, c'est des coefficients de marée plutôt moyens, par contre avec des vents très forts. Ça peut être aussi des inondations maritimes, où cette fois-ci c'est des coefficients de marée importants avec des vents moyens à forts. Et ça peut aussi venir des fleuves que sont la Garonne et la Dordogne, lorsqu'ils ont des débits qui dépassent la normale. Donc là, je vous ai fait une petite liste des différentes inondations qui ont pu avoir lieu au cours de la métropole. Donc je ne vais pas les citer les uns après les autres, mais c'est juste pour vous montrer que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui est quand même assez fréquent. On peut mentionner quand même la tempête Martin, qui est l'événement le plus marquant sur la métropole. Et dans une commune comme Saint-Louis-de-Montferrand, par exemple, on a eu parfois des hauteurs d'eau de 1,60 m. La tempête Xynthia a aussi beaucoup marqué le territoire.
Et on avait par exemple 80 cm d'eau dans un quartier comme la Bastide à Bordeaux. Pour parler de la dernière crue, donc c'est celle de 2014. Là, il ne s'agissait pas franchement d'inondation, mais c'était de fortes marées qui avaient conduit à des débordements au sein de la métropole. Donc là, je vous ai présenté un peu à quoi ressemble la vulnérabilité du territoire au risque d'inondation. Donc c'est quand même 17 communes de la métropole qui sont soumises à ce risque, donc en partie ou en totalité. C'est-à-dire c'est un tiers du territoire de la métropole et ça représente 40 000 personnes qui vivent en zone inondable. Donc là, je vous ai présenté 2 cartes qui datent de 2015 et qui ont été réalisées dans le cadre de la révision du plan de prévention du risque inondation qui est réalisé par les services de l'État en concertation, bien sûr, avec les collectivités. Donc la carte de gauche, c'est ce à quoi ressemble la zone inondable de la métropole si on tient compte des digues. Parce que la métropole est quand même bien protégée par des digues. Et par contre, la carte de droite, c'est ce à quoi ressemble la zone inondable quand on ne tient pas compte des digues, puisqu'il faut savoir que parfois une inondation peut être aussi créée par une rupture de digue, et dans ce cas-là, les dégâts peuvent être assez importants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les services de l'État tiennent compte de cet état avec et sans digue. Donc plusieurs solutions sont développées pour réduire ce risque. J'ai parlé donc des digues, qui sont quand même le système de protection le plus répandu sur le territoire de la métropole. Mais on peut aussi réguler ce risque par la biodiversité, notamment par la mise en place de zones d'expansion de crues qui peuvent être naturelles, mais qui peuvent aussi être développées par les territoires. Donc une zone d'expansion de crue, c'est un endroit naturel où on va laisser la crue se répandre. Donc ça a plusieurs valeurs. Donc c'est donc des zones humides. Donc ça a un impact, c'est un intérêt donc bien sûr écologique, mais aussi hydrologique parce que ça permet de réduire les risques à l'aval. Donc les principales zones d'expansion de crue sur l'agglomération bordelaise sont situées dans les marais de Blanquefort et Parampuire, donc dans les marais de Ludon-Médoc et de Mâcon. Et bien sûr, il y a le marais du Bec d'Ambès et dans la plaine de Bouliac et le lit majeur aussi de la Garonne en rive gauche. Donc là, je vais parler d'un site qui a été restauré dans le cadre du plan d'action de prévention des inondations de l'estuaire de la Gironde. Donc c'est une action qui a été portée par la métropole de Bordeaux. Donc c'est le site de l'Olive dans les marais de Parampuire. Donc là, il s'agissait, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, d'une zone agricole qui était un petit peu laissée à l'abandon. Donc là, le projet, ça a été de restaurer cette zone et d'en faire une zone à la fois agricole sur la partie gauche et une zone aussi écologique. Donc le travail a été d'abord de racheter ces terrains donc à la SAFER, et ensuite de restaurer un peu le réseau hydraulique de cette parcelle qui fait 86 hectares. Mais aussi, on avait des études ont montré qu'il y avait un impact écologique pour la flore et la faune qui était important dans cette zone de marais, d'où la restauration donc d'une zone écologique qui aujourd'hui fonctionne plutôt pas mal. Donc l'idée, ça a été aussi de restaurer, donc, comme je le disais, le système hydraulique afin de favoriser donc, l'entrée d'eau en cas de montée des eaux, mais aussi de favoriser la sortie des eaux à la fin de la crue. Voilà pour cette zone et je vous remercie de votre attention. Donc, merci Madame Moulin pour cette présentation. Juste avant de céder la parole à Monsieur Guiraud, je souhaiterais vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée par IRSTEA, donc qui est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Et donc cette vidéo, elle présente la manière dont la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature peut entrer dans une logique gagnant-gagnant, puisque en fait les solutions fondées sur la nature doivent à la fois apporter des effets positifs sur la biodiversité, mais également apporter, excusez-moi,
des bénéfices pour les activités humaines et voire apporter un bilan positif pour les activités humaines. Donc je vous passe cette petite vidéo. Donc voilà pour la petite vidéo. Pour information, nous avons là une exclusivité nationale puisqu'IRSTEA a accepté de nous transmettre cette vidéo avant même qu'elle soit publiée sur leur réseau officiel. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas Guiraud pour vous présenter l'étude sur les zones humides de la métropole. En 180 secondes. Ça marche là. Bon, j'ai pour mission de vous parler rapidement des zones humides. Et je dois d'abord répondre à la question, qu'est-ce qu'une zone humide ? Donc une zone humide, c'est une interface entre la terre et l'eau qui n'est pas forcément inondée, comme vous le verrez peut-être sur la prochaine slide, et sous laquelle réside une nappe d'eau souterraine de manière permanente ou saisonnière. On repère ces zones humides de deux manières, soit par la présence de traces visibles d'eau dans le sol, ou par la présence d'une flore spécifique qui s'y est adaptée. Par le passé, les zones humides étaient considérées comme des terres insalubres, improductives, qu'il fallait assainir à tout prix.
excusez-moi. Il fallait à tout prix. Et aujourd'hui encore, on les associe au risque d'inondation, comme vous avez pu le voir, à la présence d'animaux nuisibles comme les moustiques et à d'autres facteurs qui en font des terres dépréciées. Donc on reconnaît ces contraintes des zones humides, surtout en milieu, que provoquent ces zones humides, surtout en milieu urbain, mais il faut savoir qu'elles rendent des services écologiques. Or, elles en rendent un certain nombre, et pour en citer que quelques-unes, ça sera par exemple ce sont des réserves de biodiversité, ce sont des lieux uniques qui hébergent une flore et une faune uniques, ce sont des lieux de stockage de carbone dans le sol, au même titre que les forêts, voire de manière plus efficace. Certaines zones humides peuvent être exploitées par certaines formes d'agriculture et par certaines formes de tourisme. Et justement, le caractère inondable de certaines zones humides font qu'elles peuvent servir pour atténuer l'impact des inondations et des crues, que ce soit en aval ou à proximité. Ce qu'il faut retenir, c'est que les zones humides rendent des services écologiques localement, mais à condition de les préserver localement. Malheureusement, ces zones humides sont en danger. Au XXe siècle, en France, on a perdu 50% des zones humides, principalement sous la pression de l'agriculture, de la sylviculture et bien sûr de l'urbanisation. Il y a un cadre légal qui a été mis en place, un cadre légal national et européen, qui a été mis en place pour les préserver. Et c'est dans ce cadre que le département nature de Bordeaux Métropole nous a demandé, nous, à Bordeaux Sciences Agro, entre autres, d'inventorier les zones humides de notre territoire. Et c'est là que notre travail à Bordeaux Sciences Agro commence. Et je vais être assez bref, il se réalise en plusieurs étapes. La première étape, c'est tout simplement la prélocalisation de ces zones humides sur tout le territoire. Pour ça, on utilise les données basées sur le relief, qui nous permet de prédire où est-ce que l'eau va s'accumuler dans le paysage. Et ensuite, tout simplement, la deuxième étape, c'est on va sur place, on va valider notre carte de prélocalisation pour en faire une vraie carte. Et pour valider, en fait, on fait des carottages dans le sol où on vérifie la présence des traces d'engorgement dans le sol, ainsi que la présence de la flore spécifique des zones humides. Et au fur et à mesure qu'on détecte et qu'on valide ces zones humides, en fait, on qualifie, on définit les différents types de zones humides que l'on rencontre. Il faut savoir que les zones humides diffèrent en fonction des types de sols rencontrés et en fonction des positions de ces zones humides dans le paysage, et que ces différents types de zones humides fonctionnent différemment et rendent des services écologiques différents. Du coup, on peut les hiérarchiser des zones humides les plus précieuses à celles qui présentent le moins d'enjeux. Et au final, ce travail vous fournira un outil d'aide à la décision pour anticiper et réduire les contraintes dues d'un côté aux besoins, aux obligations de préservation des zones humides, les obligations légales de préservation des zones humides et les contraintes de l'urbanisation. Voilà. Merci. Si vous voulez développer, que je développe, je suis là. Merci Thomas. Donc justement, c'est le moment, puisque il est venu le temps du temps d'échange. Donc si vous avez des questions dans la salle ou des remarques sur ce qui vous a été présenté aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous avez les petits micros devant vous. Pas de questions. Il nous reste 10 petites minutes. Vous pouvez en profiter. Peut-être que pour lancer ce temps d'échange, je peux poser des questions, enfin une question à vous, Madame Moulin. Peut-être quand on parle de mise en place de solutions, d'ouvrages en lien avec la biodiversité dans la régulation du risque inondation. Peut-être sur les acteurs, est-ce que vous avez notion d'acteurs à solliciter pour favoriser l'émergence de ce type de solutions un petit peu plus naturelles et les acteurs à mobiliser, c'est avant tout les acteurs du territoire, aussi bien donc les élus. Là, en l'occurrence, sur la zone de Parempuire dont je parlais, c'était aussi les agriculteurs et en tout cas
la direction de l'agriculture. Donc ça, c'est vrai que c'est des partenaires qu'il faut convaincre aussi, que ça peut être des solutions sur lesquelles eux-mêmes peuvent s'y retrouver, parce que ça apporte quand même une certaine... de restaurer ces zones, ça donne une certaine qualité des sols, ça apporte de la qualité des sols aussi. C'est efficace aussi donc, de manière hydraulique pour réduire le risque inondation. Voilà, après c'est quand même beaucoup... Le problème, c'est qu'il faut souvent mettre beaucoup d'acteurs autour de la table. Donc les élus, les agriculteurs, parfois aussi ça peut être les pêcheurs, les chasseurs, donc les différents acteurs d'un territoire. Donc il faut souvent convaincre et que tout le monde y trouve son compte. Donc c'est voilà, beaucoup de débats à avoir. Est-ce que cette première question a fait émerger dans la salle de nouvelles interrogations ? Monsieur Guiraud, peut-être que je peux me tourner vers vous pour vous demander éventuellement dans votre travail, dans votre méthodologie, est-ce que vous avez rencontré des contraintes particulières ou des freins particuliers Enfin, les freins qu'on rencontre, en fait, ils sont liés. C'est pas forcément aux zones humides, en fait. C'est lié aux pratiques que l'on fait. En fait, pour faire ces carottages, en fait, on doit aller chez les gens ou sur les différents territoires, sans les différentes parcelles, sans demander l'autorisation en avance. Et c'est une fois qu'on est sur place qu'on fait nos sondages, et on a parfois du mal à faire entendre raison aux propriétaires, quoi. Le problème, c'est quand on fait un travail de cartographie, quand on essaie de déterminer un type de sol pour un sujet de cartographie lambda, on n'a pas de problème. Par contre, quand on fait une cartographie pour inventorier les zones humides, on sent que les gens se crispent en face. Mais ça, je pense que, je ne sais pas si vous, les élus, vous pourriez faire quelque chose. Ça, c'est un travail au long terme, en fait. Comment dire, faut faire de la pédagogie, montrer aux gens l'intérêt des zones humides, pourquoi il faut les préserver. Et là, une fois sensibilisés, ils seront moins réticents. Après, si, maintenant que j'y pense, mais c'est un petit peu trop tard, quoi. Il aurait été appréciable qu'on ait une sorte de communication dans les médias pour que les gens sachent ce qui se déroule. Voilà pourquoi on cherchait les zones humides, quoi, dans les médias, genre TV7 ou les trucs du Sud-Ouest. Je ne sais pas si ça aurait amélioré beaucoup notre travail, si ça nous aurait ouvert beaucoup de portes, mais ça aurait peut-être simplifié voilà, les relevés de terrain. Parce qu'actuellement, là, depuis peu, on a un arrêté préfectoral qui nous permet de rentrer chez les gens, mais c'est un petit peu une force brute, quoi. C'est pas agréable de faire appel à ça. Merci. Monsieur, vous avez le micro devant vous. Oui, Dominique, bonjour. Dominique Elkala, je suis le maire de Bouliac. Je suis arrivé à la fin. Peut-être avez-vous abordé la question des compensations. Lorsqu'on a une zone humide sur un territoire, il peut être éventuellement exploité à condition de compenser, je crois, 1,5 fois la surface. Cette compensation peut même se faire à distance, en dehors du département, je crois. Est-ce que c'est toujours ainsi? Est-ce que ça vous paraît logique de déplacer une zone humide, parce qu'on peut y construire dessus, à condition de compenser, quoi. Compenser sur une zone humide sans doute, ou on ne maîtrise pas toujours cette situation? Alors, dans le cadre de la stratégie biodiversité, il y a des études qui ont été menées spécialement sur la compensation. Peut-être que la direction de la nature qui est présente peut alimenter un petit peu. Oui, alors déjà, effectivement, au niveau de la zone de compensation, lorsqu'on détruit une zone humide, on doit compenser à l'échelle du sous-bassin versant. Donc c'est quand même, a priori, à proximité de l'impact. Mais effectivement, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les zones humides détruites à l'intérieur de Bordeaux Métropole puissent être restituées à l'intérieur de Bordeaux Métropole. Donc ça, c'est vraiment une volonté que l'on porte, justement, pour pouvoir préserver notre patrimoine intramuros, entre guillemets. Voilà. Et effectivement, on met en place une démarche de recherche de zones compensatoires dans le cadre des aménagements à venir.
voudrais ajouter quelque chose sur la compensation. Donc du coup, moi, je travaille sur la flore microbienne du sol et les fonctions biologiques que cette flore microbienne rend. Et il y a de nombreuses études qui montrent que une des fonctions des zones humides, c'est-à-dire une des fonctions principales des zones humides, à part les risques d'inondation, c'est le stockage de carbone. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que les zones humides restaurées ne rendront plus jamais cette fonction de stockage de carbone qu'elles rendaient avant, quoi. Et donc, si on pouvait éviter de les compenser, si on pouvait les éviter plutôt que les détruire et les compenser, ça serait idéal, quoi. Donc évidemment, l'objectif de Bordeaux Métropole, c'est quand même de mettre en place un évitement généralisé des impacts à la fois sur les zones humides et sur la biodiversité, et d'essayer de réduire au maximum cet impact. Et quand on parle de compensation sur de l'impact résiduel, c'est-à-dire qu'avant, on a bien mis en place une stratégie d'évitement de l'impact et de réduction de l'impact. Donc ça reste évidemment notre priorité, et c'est très important ce que tu dis, Thomas, évidemment, sur le fait que certains services ne seront jamais restitués dans le cadre de restauration écologique. Ce qui veut dire quand on détruit une zone humide, on va quand même perdre un potentiel, par exemple, de stockage de carbone à tout jamais. Donc c'est des choses à prendre en compte. Peut-être qu'il reste d'autres questions dans la salle concernant... Je vais peut-être faire une petite remarque. C'est peut-être une différence avec les zones inondables, du coup, parce que contrairement aux zones humides, en zone inondable, si on sait s'adapter de façon intelligente, on peut très bien vivre avec le risque en zone inondable. Et d'ailleurs, on a un prestataire qui accompagne la métropole dans la recherche de solutions, justement, d'aménagement et de construction en zone inondable. Pour pouvoir concilier le risque et la cohabiter entre l'aléa plutôt, du coup, qui ne serait plus un risque, et la présence humaine. Voilà, évidemment dans le respect de la sécurité des biens et des personnes, mais d'une façon générale, la doctrine du PPR en préparation et du coup qui se dessine sur la métropole, c'est plutôt de passer de la prévention, la protection plus exactement, à l'idée de vivre avec le risque. Donc quelque chose d'un petit peu plus souple finalement. Vers une plus grande résilience. Si vous n'avez pas d'autres questions, remarques, je vais conclure ce café puisque la commission haute qualité de vie va pas tarder à commencer non plus. Je vous rappelle juste les prochaines échéances. À la rentrée, le prochain café portera sur l'érosion de la biodiversité et l'urgence à agir, et il aura lieu le 12 septembre, donc à la même heure, à partir de 13h15, pour un début des présentations à 13h30. Je vous remercie encore d'être venus et je vous souhaite une bonne fin de journée.